Vous êtes toujours les bienvenus sur la télévision deuxième, votre chaîne de proximité. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 1er août 2022. Partout où vous êtes ce soir et vous regardez la télévision deuxième, soyez tous les bienvenus, amis télésportifs. Amis télésportifs, vous le savez, c'est encore une nouvelle rencontre pour notre émission hebdomadaire, la 2 Sport sur votre chaîne de proximité. Bienvenue à cette nouvelle aventure. Ce soir, on va parler de beach volley, on va parler de football, on va parler de football avec différents paliers. On parlera également administration. Ça sera donc le menu de cette émission de ce soir. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Et le sont de répondre à notre invitation pour ce soir. Je commence par, je dirais peut-être l'habitude de la maison, avec Grégoire Attignon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger et bonsoir à tous ceux qui sont branchés sur la TV2. Nous sommes lundi, le week-end sportif. Ça a été dense, il y a eu des activités sportives. Vous savez que nous sommes en période de vacances. Il y a donc des tournois par-ci, par-là. Et donc ça bouge dans tous les quartiers, disons dans tous les Togo, parce que dans toutes les préfectures, ces compétitions sont donc organisées en dehors justement de ces compétitions sur les terrains périphériques. Il y a le championnat féminin qui était là pour le compte de sa 7e journée. Et il y a eu d'autres activités également, d'autres activités sportives, notamment du tennis et bien d'autres disciplines. Et bien évidemment, on parlera également dans cette émission, si nous avons le temps, de la 7e journée du championnat national de football de première division version dames, puisque d'ailleurs même il y a la 8e journée déjà qui s'annonce pour le mercredi. On parlera de tout ça dans cette émission. Modeste Fafame Teko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir Grégoire et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est la première fois de vous avoir à mes côtés sur ce plateau de la 2, le plateau sport de la 2, bienvenue. Bien, merci. Sinon vous n'êtes pas étranger dans la maison. Merci. Alors vous êtes le manager de l'agence Couleur et Vie, vous êtes communicateur également, et ce soir nous allons parler avec vous d'un événement que vous avez organisé les années précédentes et qui va revenir certainement cette année. Il s'agit du festival de football de nuit. On joue la nuit au Togo? Bien sûr, même en championnat D1, bon, pas encore en D1. Pas encore en D1. Mais bon, mais dans le temps, il y avait quand même, il y avait les championnats se jouaient. Vous savez, les championnats se jouaient à 15h30 et puis à 17h30. Donc, vous allez donc dans la nuit. Ça, c'est donc. D'accord. On reviendra donc sur ce projet, le festival de football de nuit. On comprendra un peu les réalités, le contour de cet événement-là qui s'annonce pour très bientôt. Alors, on va retourner du côté de la régie donc pour prendre une première escale avec cet élément. Nous parlons du beach volley. C'est fini donc pour le Togo dans le championnat d'Afrique de beach volley qui se tient à Agadir au Maroc depuis donc le 27 juillet dernier. Donc face à une équipe botswanaise plus forte et plus aguerrie, la paire Naou et AP Zoumon du Togo a logiquement été dominé 2-7 à 1, 2-7 à 0, 21-11 et 21-10. C'était donc hier ou avant-hier, le 30 juillet, samedi, voilà, en quart de finale. Le Togo s'arrête donc aux portes des demi-finales. En tout cas, la compétition va continuer aujourd'hui et demain, c'est le 3 que ça va finir. On va aller suivre donc un extrait, une réaction de nos volleyeurs et on revient pour le débat. Corriger quelques lacunes pour s'habituer au milieu, voir les difficultés, le soleil par rapport au vent. Moi, corriger tout juste quelques trucs pour pouvoir bien compétir à ça. C'est déjà un grand plaisir pour nous parce que le beach volley aujourd'hui, ça a beaucoup développé. Au fur et à mesure que nous participons à des compétitions, on apprend toujours. Donc nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui à Agadir pour occuper un meilleur rang pour que sur le plan africain au moins on soit à différents. Nous sommes fiers aussi d'être aujourd'hui à Agadir et on remercie beaucoup madame la ministre pour tous ces efforts et tous les voleurs, toute la fédération qui est derrière nous et avec leur encouragement et toute la famille.
donc écouter l'essentiel de ce message. C'était donc à l'entrée de cet événement, ce championnat d'Afrique de volleyball de Gouar, certainement que vous avez suivi de près cette compétition. Bon, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, le Togo qui s'est arrêté donc à quart de finale la semaine dernière. On a vu quand même la prestation de cette équipe. Vous savez que c'était deux paires et qui ont participé donc à cette compétition. Il y a quand même une part qui est arrivée en quart de finale, une autre éliminée en huitième de finale. Et donc celle-là qui est arrivée en quart de finale va finalement quitter la compétition parce que elle a trouvé quand même plus forte qu'elle, c'est-à-dire le Botswana qui s'est imposé donc de 7-0. Mais dans l'ensemble, je me dis qu'il y a une bonne participation pour le Togo parce que là, arriver jusqu'en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas, ce n'est pas donné à n'importe qui. Surtout qu'on n'a pas disposé d'assez de temps pour préparer donc cette compétition. Quand vous les écoutez, ils ont dit que le Togo n'a eu qu'un mois pour préparer justement donc cette compétition alors que les autres se préparaient depuis. Ce qui veut dire qu'on ne savait même pas que le Togo allait participer à cette compétition. Et selon les informations, c'est la Confédération africaine de volleyball qui a insisté à ce que le Togo prenne part à cette compétition parce que dans le temps le Togo faisait quand même partie des meilleurs quant à ce qui concerne le beach volley. Donc la Confédération a quand même insisté à ce que le Togo prenne part à cette compétition et finalement la Fédération, vous savez que la Fédération c'est une nouvelle version si on peut le dire ainsi, c'est de nouveaux dirigeants qui sont arrivés il y a quelques mois seulement que Noël Tadeno et son équipe sont arrivés pour prendre quand même en main cette équipe là. Je crois que c'est finalement une volonté de la part de cette fédération de faire participer donc son équipe à cette compétition malgré qu'il n'y a pas assez de moyens et selon les informations que nous avons eues également, c'est madame le ministre elle-même de sa propre poche qui a sorti quand même quelque chose pour soutenir cette équipe là, notamment dans l'achat donc des billets pour permettre quand même à ces jeunes là de participer à cette compétition et on voit aujourd'hui les résultats. Donc moi je me dis que oui, quelque part je suis un peu peiné de voir qu'on ne met pas assez de moyens dans le sport togolais. Je me dis que si véritablement il y a les moyens, ce n'est pas quand même à la ministre de sortir de l'argent de ses propres poches pour soutenir. Aujourd'hui, elle le fait pour le volleyball. Est-ce que quand les autres disciplines, auront des difficultés, est-ce que madame le ministre va encore sortir, va encore mettre la main dans sa poche pour soutenir de fédération alors que vous savez que elle aussi elle a une famille à mourir. Donc je me dis que c'est un peu là parce qu'on ne finance pas tellement nos sports et ça fait qu'aujourd'hui on est toujours derrière les autres. Je me dis que vous allez garder votre souffle, on va vous revenir dans un instant par rapport donc à cette réalité. Quand même on va regarder de près ce championnat. On a écouté le capitaine qui a parlé qu'il s'était allé pour améliorer leur prestation. Alors aujourd'hui, s'il s'arrête aux portes de la demi-finale, on va dire mission accomplie. Oui, mission accomplie. Parce que, comme le dirait Grégoire tout à l'heure, c'est pas évident pour une fédération qui vient à peine d'être renouvelée, du moins redynamisée, et de se retrouver à cette compétition continentale et surtout d'avoir du moins de pouvoir occuper ce rang, j'allais dire. Et c'est le lieu justement de saluer le travail que fait, et surtout, non seulement le travail, mais la volonté de notre confrère Noël Tadegnon, qui n'est pas parachuté là-bas par hasard, lui-même étant un homme du domaine, et ancien capitaine de volleyball du Togo, et a participé à plusieurs compétitions sportives et journaliste sportif de surcroît. Il sait où il va, vivement que toutes les chances lui soient données pour que le volleyball dans son ensemble, le beach volley, puisse avoir encore de meilleurs jours dans l'avenir. On va justement rester sur ce tableau-là de Noël Tadegnon, en tout cas pour son parcours, son agenda, son carnet d'adresses. Je crois quand même qu'il y a
on peut avoir de l'espoir pour cette discipline-là. On devrait avoir de l'espoir. Non, mais vous savez que le volleyball était arrivé à un moment où cette discipline, excusez-moi, entre guillemets, n'existait pratiquement plus. Parce que là, il y avait quand même une fédération, mais qui ne bougeait véritablement pas. Il n'y a plus tellement d'activités. Et vous savez, il y a certaines fédérations qui sont cachées derrière cette histoire de Covid-19 pour dire qu'il y a quand même cette maladie qui est arrivée. Donc il y a eu arrêt et donc des activités sportives et d'autres. Et donc ça fait que les jeunes n'ont plus donc de compétition. On se cache trop derrière cette histoire-là alors qu'on n'avait pas également cette volonté. Oui, on va me dire qu'on n'a pas des moyens. Oui, on n'a pas des moyens, mais si on fait quand même le lobbying et si on dispose véritablement d'une équipe nationale digne de ce nom, il faut d'abord organiser le championnat régional, le championnat national pour dégager quand même les meilleurs qui doivent représenter le pays en coupe continentale, mais également à travers ou bien à partir donc de ce championnat, on met également en place une sélection. On sait qu'en volleyball, en handball, il y a le beach volley, il y a le beach hand. Donc dans cette discipline, il faut organiser donc des compétitions, avoir quand même des joueurs capables de représenter le Togo. Aujourd'hui, on voit quand même ces deux paires-là qui ont bien valablement donc représenter le Togo, arriver en 8e de finale parce qu'ils ont passé le cap du premier tour pour quand même arriver au deuxième tour, en 8e de finale et en quart de finale. Donc ce qui veut dire que si on met assez ou bien encore un peu de moyens à la disposition donc de cette fédération ou bien de ces sports-là, je me dis qu'il y a ces fédérations ou bien ces sports qui quand même essayent d'apporter du bon résultat. Quand on prend le beach hand, il y a quand même le Togo sur l'échiquier continental qui est bien vu parce qu'il y a quand même de bonnes prestations dans le temps. Et donc c'est ces prestations dans le temps qui font qu'aujourd'hui on sollicite encore le Togo. Donc je crois qu'il faut mettre assez de moyens à la disposition donc de cette discipline-là, de ces fédérations, afin de les pousser, de les booster quand même à aller loin dans leur compétition. Alors justement, vous avez été aux côtés des cyclistes et vous connaissez un peu la réalité de ces fédérations-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que véritablement on peine à financer ces disciplines où il y a quand même ces jeunes qui tentent de relever le défi? Je crois que pendant longtemps, c'est des disciplines qui ont souffert de mauvaises organisations. Ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est des disciplines qui ont vraiment souffert de mauvaises organisations. Et aujourd'hui, que ce soit même au niveau du football, lorsque l'organisation est bancale, c'est clair qu'on n'aura pas de résultat. Aujourd'hui, qu'on a déjà des techniciens, des gens aguerris qui essaient de faire la chose au mieux dans les règles de l'art, forcément ça va prendre. C'est vrai. Pendant longtemps, au niveau des sports de main, on a négligé plus ou moins tous ces sports de main en faveur du football. C'est devenu sport roi. Voilà. Et encore que ce sport roi qui jadis nous avait donné de la joie, est devenu à un moment donné du business pour certains. Notre rabat-joie. Voilà. Celui qui nous donnait la joie est devenu le rabat-joie. Voilà. Et bon, mais quoi qu'on dise, l'important aujourd'hui, c'est qu'on se disent que le sport ne se limite pas seulement au football. Le sport, il est vaste et nous avons toutes les disciplines qui peuvent véritablement nous donner de la chaleur et l'envie de continuer par supporter ces poulains qui défendent valablement les couleurs du Togo. Donc, problème d'organisation, c'est vrai, problème financier aussi. Et puis, il faut que désormais les clubs dans toutes les disciplines passent à une étape professionnelle. Que ça ne s'arrête pas seulement à une histoire de c'est le président qui doit sortir de l'argent, c'est le président qui doit faire ci, et quand le président n'en a plus, le club est mourant. Après, c'est un lobbying qui va se faire, on va chercher un directeur quelque part, il viendra se positionner pour avoir, du moins pour se redorer un peu le blason, se faire une image. Et après, bon, lui, il investit, il va récupérer. Pendant ce temps, la discipline s'assombrit. Voilà. Et l'extraordinaire, c'est que on fait tout ça au détriment des bonnes volontés, des compétences qui ne cherchent justement qu'à avoir de bonnes occasions pour s'exprimer et défendre valablement les couleurs nationales. Et ça,
il faut arriver à changer la donne pour qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Il faut arriver à changer la donne. On a vu avec les tennismen qui sont revenus avec un bon résultat. Voilà. Ceux qui étaient donc au Rwanda pour la Coupe Davis, qualifiés pour le tour suivant. Oui, le tour suivant, ils ont amélioré leur score en passant de la zone du niveau 4 au niveau 3. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons des jeunes aussi qui reviennent après avoir échoué aux portes de la demi-finale. Comment entretenir, comment encadrer ces jeunes pour qu'on puisse avoir, puisque comme on le dit, c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Vous avez très bien parlé donc de ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, le Togo est allé jusqu'en quart de finale de cette compétition. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est le suivi. Mais quand ces jeunes-là vont revenir, qu'est-ce qui sera fait? Quel programme sera mis en place? Quel plan sera mis en place pour quand même entretenir ces jeunes-là? Parce que quand ils vont revenir, c'est fini. La compétition est terminée. C'est quand on sera à la porte d'une prochaine compétition qu'on va les rassembler encore. Dans tous les sens pour dire qu'on prépare cette compétition-là. Écoutez, quand vous écoutez un tout petit peu le capitaine, il a dit sur une radio, les autres équipes ont eu assez de temps pour préparer cette compétition. Des gens ont eu 3, 4 à 6 mois pour préparer cette compétition. Alors qu'au Togo, on a pris seulement 1 mois. Et 1 mois là, il faut dire que comment est-ce que cela a été fait? Aujourd'hui, on parle de beach volley. Beach volley, ça se pratique quelque part. La plage est là, elle est gratuite. La plage est là, elle est gratuite. Non, on a ce terrain. Oui, mais la plage, ce n'est pas parce que la plage est là, elle est gratuite. Les jeunes ne vont pas se lever comme ça pour aller s'entraîner. Il faut quand même les entretenir. Il faut un plan. Comment est-ce que ça doit se faire afin que dans les prochaines compétitions, qu'on ait quand même de meilleurs résultats. Que qu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach volley, qu'on ne soit plus quart de finaliste, mais qu'on aille jusqu'en finale. Mais si on ne fait pas le travail, si on ne met pas les moyens, mais écoutez, un élève qui à chaque fois ne veut pas apprendre, écoutez, à la fin de l'année scolaire, on connaît le résultat. Encore que par rapport au fait même qu'ils doivent apprendre, il faut qu'on arrive à avoir des championnats. Bien sûr. Lorsqu'on a un championnat en bonne et due forme bien organisé, je crois que ça donne de la matière aux pratiquants. Et au fur et à mesure qu'ils s'exercent, forcément, les automatismes reviennent et puis ça ne peut qu'apporter du bon. Le championnat dans le volleyball va se limiter à Lomé. Non, pas forcément, parce qu'on parle du championnat national. Vous savez comment est-ce que ça se fait? C'est qu'il y a tout d'abord les ligues qui organisent leur championnat, les championnats régionaux. Moi, je veux parler des infrastructures puisqu'on parle de beach volley. Non, mais ça va se pratiquer seulement là où il y a. Bon, même pas forcément. Écoutez, vous allez ailleurs. Vous allez, par exemple, si vous allez au camp du premier dir, il y a quand même de l'espace. Il y a un endroit aménagé avec du sable. On sait qu'on peut le faire. Écoutez, allez ailleurs. On parle de Botswana, c'est un pays enclavé. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à jouer le beach volley? Posez-vous la question. Pas forcément. Même ceux qui sont d'apparence aussi peuvent jouer au beach volley. Il suffit seulement qu'on ait cette volonté de promouvoir cette discipline-là et l'étendre sur toute l'étendue du territoire. On peut trouver des meilleurs. Tout à fait. J'ai envie de dire à la suite de Grégoire que ça se joue sur du sable et non dans l'eau. Bien évidemment, ça se joue sur du sable dans l'eau et donc on peut aménager de l'espace et puis permettre donc à ces jeunes-là qui ne rêvent que par le beach volley ou le volley de vraiment s'exprimer et de s'épanouir à travers donc cette discipline. On va peut-être dire un mot à notre confrère, à notre grand frère. À Noël, on ne peut que lui dire bon courage. C'est pas évident. Sur les réseaux sociaux, tout récemment, il se plaignait, du moins, paraît-il qu'il y a certains qui ont commencé déjà par lui demander de l'argent parce qu'il est nommé président de la fédération. Ça fait rire, mais en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens, pour beaucoup, c'est le président. Donc, être président d'une fédération, c'est comme si, bon, tu as toute la caisse avec toi et tu en non, mais nous sommes habitués, c'est parce que c'est les présidents qui le font, c'est pourquoi. Bon, les présidents nous avons habitués parce que quand tu le rencontres, il faut lui faire un peu d'atalakou et puis il met la main dans la poche. Il met la main dans la poche et puis bon, le tour est joué. Donc, bon courage à Noël. C'est pas évident, il n'a disposé que d'un mois ou un mois et demi pour pouvoir amener les joueurs à ce niveau-là.
bon, on l'espère que quand il aura plus de temps et qu'il sera encore très bien organisé, on aura de meilleurs résultats. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette activité, ce championnat. Donc bon retour à nos athlètes. La compétition finit demain. Demain c'est après demain le retour. Le mercredi. La fin le retour. Donc en tout cas, félicitations à tous ces joueurs qui ont émerveillé, qui ont fait flotter le drapeau togolais donc en terre marocaine, en terre marocaine. Et bon retour à vous. On certainement verra si on peut retrouver les acteurs directs de la fédération de volleyball sur ce plateau dans les prochaines émissions pour parler donc de leur agenda, parler de leur vision. On va maintenant parler football en attendant d'aller à la fédération togolaise de football pour voir comment ça s'anime. Il y a une activité de football tout à côté dont on a besoin de parler, on a envie de parler ce soir. Il s'agit du festival de football de nuit, le festival de football de nuit, et c'est bien lui le promoteur, le responsable de l'agence Couleur et Vie qui est sur ce plateau avec nous. On veut en savoir davantage, Modeste Teko, lorsqu'on parle de football de nuit, de quoi il s'agit. Ben, merci déjà pour l'opportunité. Disons que je suis parti d'un constat. Nous tous amoureux du football et de la Champions League, sommes la plupart du temps très pressés de rentrer du boulot pour suivre les matchs, lorsque il y a Champions League. Et pendant les périodes de vacances, j'ai observé dans les quartiers des compétitions qui s'organisent ça et là. Et ça se joue parfois à midi, à 13h, sous le chaud soleil d'Afrique. On voit des gens en train de jouer au football et il y a du monde. Mais je me suis dit, mais la Champions League se joue le soir, on a envie d'aller regarder. Mais pourquoi ne pas créer notre propre Champions League? C'est comme ça. Bon, étant dans l'événementiel, bon, on est parti de plusieurs constats et on a essayé de rassembler un peu les puzzles pour pouvoir imaginer un peu ce sport-là autrement, parce que ça se pratique. J'ai envie de dire que le football commence pour la plupart par les petits poteaux. Et on finit toujours aussi par les petits poteaux quand on devient gaillard. Bon, et qu'on n'a plus assez de souffle, au moins on a l'habitude de temps en temps d'aller jouer aux petits poteaux. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas réorganiser la chose autrement? Et c'est comme ça que cette idée est née et nous l'avons essayé. Jadis, pendant les périodes des fêtes de fin d'année, on s'organise les soirs pour jouer. On s'est dit, voilà, ça peut devenir une compétition. Et c'est comme ça, nous avons pensé la chose et on s'est dit qu'il faut en faire un événement grandiose ou du moins grandeur nature. Et donc, on a choisi de faire en sorte que l'événement puisse s'étendre sur 10 quartiers ou zones. Donc, ça met en compétition 10 quartiers. Et le challenge, c'est de mettre en compétition 1000 joueurs, soit 10 joueurs. On peut déjà nous couvrir avec les images à la régie, les images de l'événement passé. On peut déjà commencer par voir. Voilà. Donc 10 joueurs, 1000 joueurs en compétition sur une durée d'un mois, soit 10 joueurs par club, 10 clubs par quartier, et on a 10 quartiers. Donc nous avons les 1000 joueurs. Et on fait en sorte que dans chaque quartier, lorsque nous démarrons les matchs à 19h, on finit vers 3h, 4h du matin. On dégage, c'est un gala, on dégage en même temps le champion du quartier ou de la zone. Et on fait ainsi dans toutes les zones ou tous les quartiers. Finalement, on aura 10 champions qui vont se retrouver pour le Super 10. Par le passé, en football, on a connu les tournois à Super 6, Super 7 et tout ça. Nous inventons le Super 10, avec notre gala de football de nuit. Et c'est un peu comme ça que cette ambition est venue et nous nous sommes dit que pourquoi ne pas en faire un événement et donner du baume au cœur aux amoureux du football. Et voilà, c'est comme ça. D'accord, on va vous revenir dans un instant sur d'autres aspects de cet événement à Megueroa. On a connu le tchoukball, on a connu le maracana, on a connu quelle autre discipline avec le football. En tout cas, il y a de petites transformations autour de cette discipline. Il y a le futsal aussi. Le futsal, cette petite discipline autour de ce sport.
Aujourd'hui, on beach parle foot aussi, beach foot, bien évidemment. Le beach soccer, aujourd'hui, on parle de foot de nuit. Oui, ben, je crois que c'est une très bonne initiative. Je crois qu'il y a certains dans certains quartiers de Lomé qui le faisaient, souvent à l'approche des fêtes de fin d'année où on organise un gala toute la nuit. On a eu à couvrir certaines compétitions comme ça. Et ça s'est joué jusqu'à 5 h du matin pour dégager finalement le champion. Je crois que c'est une très bonne initiative. C'est une manière également d'occuper encore les jeunes durant cette période de vacances. Il y a certains qui le font dans la journée. Déjà, il a parlé de matin. Certaines matinées, il y a donc des tournois de petits poteaux. Les après-midi, c'est les tournois de grands poteaux. Et donc, il y a quand même ce football de nuit qui viendra occuper. Et ne soyez pas surpris de voir des joueurs jouer toute la journée, c'est-à-dire dans l'après-midi, mais qui vont venir surtout on parle de petits poteaux. Ah, mais vous savez, à 4, vous avez déjà formé votre équipe pour participer donc à ce genre de compétition. Je salue quand même cette initiative. Vivement que les quartiers acceptent participer à ce projet-là. Tout d'abord, il faut s'inscrire. Il faut que les différents quartiers se prononcent pour quand même s'inscrire à participer à ce projet-là. Et il faut que les jeunes arrivent quand même à démontrer leur talent. Et c'est encore des talents de demain, les stars de demain qu'on est en train donc de faire ainsi à travers ces genres de compétitions. Félicitations quand même pour cette idée. Vivement que ça prenne. Vivement que ça prenne. On va aborder un aspect de la chose lorsqu'on parle de foot de nuit. Cela va également avec la luminosité, cela va également avec la lumière quand on sait que pour jouer la nuit, il faut des lampadaires, il faut des projecteurs sur le terrain. Alors, pour le festival football de nuit, comment est-ce que ça va se passer? Comment vous choisissez les terrains? Comment est-ce que vous arrivez à les éclairer pour permettre que le football puisse se dérouler? Voilà. Pour nous, c'est là où nous opérons notre magie en choisissant des terrains libres d'accès, c'est-à-dire que les terrains en agglomération, des espaces où on peut pas s'imaginer qu'on puisse... Surtout que vous parlez de petits poteaux. Voilà. Et donc nous apportons la logistique qu'il faut. La lumière est apportée et nous mettons un quart podium ou un podium avec de la sonorisation pour créer l'ambiance autour de l'événement. Et donc pendant les mi-temps et tout, ça dit que ça se joue et il y a de l'ambiance et de façon spontanée. Le public se fait inviter comme ça. Par le passé, nous avons vu des vieillards, des mamans de la soixantaine sortis de leur maison avec des tabourets, des enfants à côté, ils viennent s'asseoir pour suivre les matchs de football. Parce que ils sont habitués peut-être à regarder les matchs de football à la télé, ils sont peut-être habitués, c'est pas pour les hommes, la plupart du temps, à aller au stade. Mais quand on leur dit qu'ils sont chez eux, le championnat vient les retrouver, ça crée une ambiance de ouf et c'est vraiment magnifique. C'est comme ça que nous essayons de... Donc la lumière est apportée, on met un groupe électrogène avec la luminosité qu'il faut. C'est vrai qu'avec les expériences par les premières éditions, on a un peu souffert de lumière, mais au fur et à mesure on s'est amélioré. Cette année encore on viendra avec vraiment de la logistique lumineuse très en forme. Et si vous permettez, c'est même l'occasion parce que nous sommes en train de faire les yeux doux à certaines structures qui sont dans le BTP, qui utilisent des lampadaires voilà, pour pouvoir faire les chantiers. Si on arrive à trouver c'est-à-dire 2 de ces lampadaires, ça pourra aider vraiment là on sera heureux. Mais à défaut, nous continuons quand même par utiliser notre stratégie habituelle avec un peu plus de moyens. D'accord. Grégoire, voilà un peu la réalité de la chose également. Une chose est de créer, mais l'autre est d'avoir les moyens et parfois c'est là où ça cloche. Oui, il a parlé tout à l'heure donc de la lumière et je crois que nous parlons de petits poteaux, ça ne nécessite pas tellement un grand espace. Il faut juste un petit espace là pour quand même permettre
aux équipes, puisque ça se joue souvent à 4, le petit poteau, et donc pour permettre quand même aux joueurs de mieux quand même se comporter sur le terrain à travers donc le jeu. Et je me dis que il faut quand même soutenir ce projet-là, tel qu'il a dit. Il faut que les sociétés en tout cas, on peut vendre également son produit à travers ces genres de compétitions. Et si on organise des soirées, si on organise des spectacles, les nuits, on peut également organiser les compétitions. Là, parler de la Champions League. Les matchs de la Champions League se jouent donc dans la nuit, à partir de 18h45 ou à partir de 19h. Et c'est jusqu'à 21h, des fois même jusqu'à 22h quand il y a prolongation. Donc je me dis que c'est une bonne chose. Il faut quand même essayer d'habituer les jeunes à ces types d'organisation. Et on verra ce que ça va donner. J'ai envie de dire à la suite de Grégoire, justement, nous essayons d'apporter, comment dire, une plus-value à la chose. C'est là où, en tout cas, tout partenaire qui se décide à être sur cet événement va être étonné du résultat qu'il va avoir. Vous savez, tout ce qu'il y a comme aspect marketing, la plupart du temps, se fait en journée et tout ça. Parfois, vous faites des actions, les caravanes, etc., pour votre visibilité. Les gens ont à peine le temps de vous voir. Bien sûr. Mais là, les gens sont revenus de boulot. Il n'y a pas autre chose à faire. Mais surtout quand on parle du spectacle. Voilà. Ça mobilise. Nous créons à la fois le football, qui est une activité qui rassemble beaucoup de personnes, et nous mettons à côté de la culture, c'est-à-dire que la musique, les animations avec les artistes, etc. Et ça fait quelque chose de chorégraphique et tout ça. Donc nous donnons l'opportunité aux jeunes des quartiers de s'exprimer. Nous occupons les jeunes autrement. Au lieu de passer son temps, par exemple, à aller fumer chicha ou c'est pas à se retrouver à picoler toute la nuit. Et même dans les bars, puisque nous sommes en vacances, donc si on travaille la journée, on gagne un peu de 1000 francs, un petit 1000 francs ou 2000 là. Allez, il faut aller prendre la bière et puis voilà. Bon, encore que nous, c'est possible parce que par le passé nous l'avons fait. Il y a la plupart du temps des dispositions qui sont prises. Mais le football, on aime bien le suivre avec sa petite bière à côté. Ta petite bière et tu suis, mais ça, au moins ça empêche de se saouler. Mais parce qu'il y a quand même du spectacle. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a un modèle économique qui est derrière la chose. Et ce qui est intéressant pour nous cette année, particulièrement, nous avons décidé de tourner autour d'un thème. Et le thème, c'est bien celui-ci: pour une paix durable, je m'engage. Pourquoi? Depuis un moment, nous savons tous ce à quoi nos pays sont confrontés en termes de terrorisme, etc. Et le pouvoir public et surtout les forces de l'ordre et de sécurité demandent une certaine collaboration avec les populations pour pouvoir ne serait-ce que déceler et démanteler déjà à la base d'éventuels suspects, histoire de ne pas être là et être surpris après par donc du coup on se dit que voilà une opportunité. Nous allons permettre à qui de droit de passer des informations, de sensibiliser, parce que quand on parle de sécurité, parfois les gens pensent que c'est bon, ça ne peut qu'arriver au nord, mais c'est faux. À tout moment nous sommes menacés. Ça peut arriver à tout moment. Et pour nous, il est question de jouer notre partition en tant que citoyen. Et pour ça, nous disons qu'au-delà de créer de l'ambiance, un événementiel, il faut profiter de ce canal pour pouvoir passer la communication qu'il faut, sensibiliser les gens afin que tout le monde se sente concerné par l'importance de la préservation de ce que nous appelons la paix, qui est un joyau pour nous tous. Enchanté. Félicitations. Donc, on va dire par rapport donc, à cette année, ça va commencer quand? On est à quel niveau de l'organisation? Et c'est par là que nous allons finir sur ce sujet. Voilà. Il faut dire que l'événement en soi a été déjà repoussé par 2 fois. Premièrement, parce que les gens n'avaient pas vite adhéré à la chose. Mais la seconde fois qu'ils étaient prêts, il y a eu le fait que c'était le 15 dernier, le 15 juillet dernier qu'on devait démarrer, mais le 15, les étudiants étaient en examen. Et à la suite, il fallait également les résultats du baccalauréat. Et bon,
tout ça compris, on s'est dit, bon, on a pris du temps. Maintenant que toutes ces activités ont été vraiment effectuées et que nous sommes en plein dans les vacances, nous allons démarrer à partir du 25 prochain. D'accord. Le 25 août prochain et pour finir le 10 septembre. Pour finir le 10 septembre. Donc on a encore du temps, on pourra revenir forcément donc sur d'autres aspects de la chose dans nos prochaines émissions. On pourra donc revenir plus longuement et plus largement donc sur ce festival de football de nuit qui s'annonce. Donc nous invitons tous les joueurs, les équipes, les clubs dans les quartiers à s'inscrire et on viendra faire la fête dans les quartiers puisque bien évidemment ça ne sera pas sur place mais non, justement nous allons sillonner 10 quartiers et zones. 10 quartiers. On va démarrer à Tchévier. Cette année, on ouvre jusqu'à Tchévier. On va faire Tchévier, à Tétikopé, à Guezongo, Kakaveli, Tochi, Amadahome, Segbe, Hijranawe, Bagida et puis Senjo. Donc c'est les 10 zones qui sont retenues pour la compétition. Et pour nous justement, l'autre aspect qui a fait qu'on a dû reporter, pour nous il fallait maintenant avoir les autorisations officielles de toutes les communes. Voilà, parce qu'en même temps nous mettons en compétition de façon indirecte les communes qui vont abriter ces événements-là. Donc c'est un aspect où on essaie de créer une certaine convivialité entre les communes, et c'est une bonne chose. Au passage, j'ai bien envie de saluer le maire de la commune de Bagida qui, dès qu'il nous a reçus à séance tenante, engagé le club de la mairie dans la compétition. À Tchévier, ça a été pareil. Le maire de la ville du GO1 nous a également très bien accueillis et le projet, en tout cas, Tchévier est en ébullition. C'est pareil pour les autres qui nous... D'accord. Grégoire, un dernier mot sur le sujet. Non, mais qu'est-ce qu'il faut encore dire? Moi, je suis pressé de voir. De toute façon, Grégoire, tu seras là pour démarrer donc cette compétition. Voilà donc ce qu'on peut dire sur le festival du football de nuit avec son manager Modeste Fafame Teko, donc le responsable de l'agence Couleur et Vie, cette structure qui s'organise de l'organisation de l'événement. On sera là pour vivre ensemble ce football de nuit, surtout que nous sommes en vacances. En tout cas, préparez-vous davantage ces quartiers qui sont cités, ces clubs qui vont y participer. On fera la fête ensemble. Alors, on va passer donc à un autre sujet. On ira maintenant à la Fédération togolaise de football pour parler d'abord administration avec la rencontre de ce responsable, on va dire cet expert de la FIFA qui est passé à Lomé. Il est burkinabé, Savadogo Ousmane. Il est consultant technique régional de la FIFA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ancien directeur technique national de la Fédération burkinabé de football. Il a eu à rencontrer le président, il a rencontré le SCG, il a rencontré les chefs de département. C'était donc la semaine écoulée et bien évidemment cette semaine également, je crois savoir, il doit avoir cette activité. Oui, c'est l'information que la Fédération togolaise de football a donnée à travers donc sa page Facebook. On a tous suivi, mais c'est vrai que nous on n'a pas eu l'opportunité de rencontrer donc l'expert de la FIFA parce que lui poser certaines questions, savoir quel est véritablement le rôle de sa mission à Lomé, parce que là c'est la fédération qui a donné des informations comme quoi il y a quand même eu cette rencontre ou bien ces rencontres là, mais ce qui est véritablement sorti de ces rencontres, en tout cas nous devons le savoir, la raison donc de sa mission à Lomé. Mais je crois que c'est quand même bien parce que là on parle de l'administration et donc raison pour laquelle cet expert de la FIFA est à Lomé, c'est pour voir dans quelles conditions quand même l'administration de la Fédération togolaise de football fonctionne. Et donc on a rencontré les différents départements, que ce soit la direction technique nationale, le département de la communication, le département du football féminin et bien d'autres départements des compétitions et autres, pour quand même essayer de voir comment est-ce que ça fonctionne donc au niveau de ces différents départements. Je crois que c'est quand même bien parce que quand vous arrivez quand même, si
si vous êtes mieux structuré, quand vous avez quand même une bonne administration, ça permet également à l'instance internationale, je voudrais parler de la FIFA, de soutenir véritablement cette fédération-là. Et selon ce que moi j'ai eu comme information, oui, il a dit, l'expert burkinabé qui est arrivé, que le Togo est quand même en avance. Le Togo a vite compris qu'il faut quand même bien s'occuper de l'administration, bien structurer un tout petit peu les choses, les domaines bien sûr, et c'est ça fait qu'aujourd'hui on voit que le Togo est en avance et peut bénéficier des appuis de la part de la FIFA ou encore de la Confédération africaine de football. Je vous reviens dans un instant. Vous avez, Modeste, est-ce que vous avez l'impression que à travers ces genres de rencontres, ces genres de visites, ces passages de ces personnalités, quelque chose va bouger, quelque chose va changer? Absolument, absolument. Je crois qu'on a besoin, comme on le dit, on ne peut pas danser et s'apprécier en même temps. On a besoin d'avoir un œil regardant pour permettre à ce que tout puisse aller dans l'ordre. La plupart du temps, quand, vous savez, toute fédération est affilié d'abord à une structure internationale qui non seulement apporte la plupart du temps du financement, mais aussi les moyens techniques. Et donc, en tant que tel, il est important que lorsque vous apportez, vous injectez de la matière, de l'argent, de l'énergie dans une certaine organisation, il est important quand même de temps en temps qu'on vienne voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, où est-ce qu'on peut encore, on doit encore améliorer, et c'est important. Je crois que ces genres de rencontres permettent au même moment de remettre au pas les acteurs et en même temps de les stimuler à faire du mieux qu'ils peuvent pour que notre football de façon générale puisse encore être du moins avoir de meilleurs jours. Parce que tout est question, comme on le dit la plupart du temps chez nous, le problème au Togo c'est quoi? C'est l'organisation. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'organisation. C'est à quoi j'allais en venir. Ici, a dit que quand vous êtes une fédération ou quand vous êtes une association, ce qu'il faut pour cette association, pour cette fédération, c'est le plan stratégique. Il faut un plan stratégique de développement. Parce que quand vous êtes là pour un mandat, mais il faut quand même se fixer des objectifs. Que de tel à tel moment, je dois atteindre cet objectif-là. De tel moment à tel moment, je dois atteindre cet objectif-là. Et si vous n'avez pas un plan bien défini, vous ne pouvez pas avoir cela. Aujourd'hui, je crois que du côté de la Fédération togolaise de football, on a quand même ce plan-là. On a quand même un plan, on a une vision pour le football togolais, mais ça va se faire tout doucement, mais il faut essayer quand même d'arriver à le faire, parce que vous ne pouvez pas faire un plan sur le papier et que vous n'arrivez pas à exécuter. Vous allez dire qu'il n'y a pas de moyens, mais depuis là, on n'organise pas de compétition des jeunes. Alors qu'on parle de football, on parle de la base. Et ça, quand on parle de la base, ça passe par les tout petits. Il faut le championnat des U15, il faut le championnat des U17, il faut le championnat des U20. Mais ça ne se fait pas. Alors qu'à chaque année, à chaque saison, la fédération déroule un chronogramme et on met ces compétitions-là, mais on n'arrive jamais à organiser ces compétitions. L'année la saison qui vient de finir, la fédération n'a pas organisé le championnat de 3e division. Alors qu'il y a des clubs de 2e division qui descendent en 3e division. Mais au même moment, il faut que des clubs quittent la T3 également pour la D2. Vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà, donc je crois que l'arrivée de cet expert, bon, il va falloir qu'on lui dise véritablement comment ça se passe. Et comme ça, s'il a des idées, il peut quand même amener ces idées-là, apporter ces idées-là pour permettre à la fédération de mieux revoir un tout petit peu son organisation et également son plan stratégique. Alors justement, c'était là que je voulais aussi m'attarder, puisqu'on parle de présentation. Selon l'article que nous avons lu tous ensemble, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer l'expert pour poser un certain nombre de questions. Il est encore là, c'est comme il n'est pas encore parti. C'est certainement qu'ils vont organiser une conférence pour s'adresser à la presse. Sinon, selon l'article que nous avons lu, on nous a parlé de présentation de l'organisation administrative de la FTF et l'organigramme de l'institution. Donc, l'organigramme de l'institution, on parle de vision à long terme. Donc, c'est sur cet organigramme que le directeur technique national devrait se baser pour définir sa politique. Vous avez touché un peu très important. Parler de la direction technique nationale. Mais la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous avons véritablement une direction technique nationale? Point d'interrogation. La question est là. Parce que on a
un directeur technique national nommé, mais depuis là, ça ne bouge pas. On ne voit pas les activités. Ça fait pratiquement 2 ans que Niani Sebali est nommé à la tête de ce département. Mais ça ne bouge pas. Là, quand on parle de la philosophie du jeu, d'une équipe nationale, d'un pays type, propre à un pays, ça passe par la direction technique nationale. Et ça commence par le bas, la base, le bas âge. Et il faut organiser des compétitions. Aujourd'hui, ce sont les centres de formation eux-mêmes qui organisent leurs compétitions. On voit que du côté de 2A-Foot, la dernière fois, il y a eu une compétition qui a été lancée. Mais parce que la fédération n'arrive pas à organiser ces compétitions, que les centres ou bien les associations ont décidé donc d'organiser pour eux-mêmes ces genres de compétitions. Oui, on a Liberty Sport d'Agodrafort, même la ligue de la Guadeloupe, le district fédéral qui a réuni les jeunes là. La dernière fois, oui, à travers un plateau organisé donc au niveau de Kakabeli. Donc, vous voyez, parce que la fédération a démissionné tout simplement au niveau de ces catégories-là. Et donc, ce sont finalement les centres de formation eux-mêmes qui organisent les compétitions. Je crois que, voilà, vous avez parlé de la direction technique, c'est le rôle de la direction technique. Il faut sillonner toutes les ligues, organiser des compétitions de jeunes dans toutes les ligues régionales, dans tous les districts préfectoraux, et maintenant organiser un truc national pour ces jeunes-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à détecter les jeunes. Nous avons toujours des difficultés au niveau des U17, nous avons des difficultés au niveau des U20 parce que c'est quand la compétition arrive que rapidement on lance un avis, on dit qu'on veut quand même des jeunes qui sont nés dans telle ou telle période, on fait une détection de quelques jours où on rassemble tous les joueurs, ils jouent entre eux et on arrive, qui vous a dit que ce sont les meilleurs que vous avez fait parmi ces jeunes. Alors que si vous organisez des compétitions, des championnats des jeunes, c'est à travers ces championnats que vous allez sélectionner les meilleurs. Et ces meilleurs sélectionnés dans toutes les ligues ou bien dans tous les districts, vous les rassemblez maintenant quelque part. Et de ces joueurs, vous allez trier et avoir le meilleur. Et pendant longtemps, on organise donc des compétitions, des stages pour ces jeunes-là. Écoutez, quand vous allez au Ghana, au Nigeria ou encore en Côte d'Ivoire ou encore au Cameroun, on dit qu'on participe à une Coupe d'Afrique des Nations ou bien aux éliminatoires. Ce n'est pas la veille de la compétition qu'on regroupe les joueurs. Ça se fait pendant un long moment parce que les jeunes sont ensemble 1 ou 2 ans. Si c'est U17, vous savez que à telle période, si c'est en 2023, on dit qu'en 2023, le Togo doit participer à la CAN de U17. Mais déjà en 2020-2019, vous organisez quelque chose à travers donc, ces sélections-là. Et tout doucement, vous arrivez quand même à organiser des stages pour cette sélection. Et en 2023, vous allez avoir le résultat. Voilà un peu le tableau, voilà un peu le développement. Quand on sait que les U17 sont allés, ils sont revenus, les U20 sont allés, ils sont revenus. Nous parlerons des U23 bientôt. On ne sait pas s'ils iront aussi, ils vont revenir. On a les dames qui sont allées, ils sont revenus. Et on a les hommes qui sont en train là, qui tâtonnent pour le moment. Ils sont sur un pied bancal. Oui, ben j'ai envie, moi j'ai envie de rester optimiste et ne pas dire tout de suite comme Grégoire. Non, mais je ne dis pas que c'est fini. Mais on sait qu'après 2 journées, on se retrouve avec 0, avec un petit point. Ça, c'est des faits, c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, mais dire tout de suite que la fédération a démissionné, bon, elle a... Oui, ça fait longtemps. On ne refuse pas. Non, mais depuis la dernière fois qu'on a organisé une compétition des jeunes, c'était au temps de Colonel Roch Balakiem Yassine. On est d'accord. Mais sauf que je crois qu'il y a en réalité des choses qui sont en train d'être faites. Quoique, il y a le véritable problème de la fédération, c'est la communication. Il y a un véritable problème de... Oui, justement. Non, mais aujourd'hui, on est en train de communiquer à travers la page de Facebook. Sans vouloir vous couper, j'avais reçu justement le DTN sur le plateau par 2 fois de suite. Et il a dit qu'il est en train de travailler avec les directeurs techniques régionaux. Il est en train de travailler avec les entraîneurs. Et puisque c'est pas tout cela, il faut mettre une administration. Il est le directeur technique national. Il est le président de l'association des entraîneurs éducateurs de foot du Togo.
Donc il est en train de travailler avec ces gens-là, puisque c'est par là que ça doit passer. Il faut asseoir l'administration, la base, et partant de là maintenant, le travail sur le terrain. Il n'y a pas que ça. Au-delà de tout ça, nous avons pendant longtemps été absents dans les championnats scolaires, par exemple. Cette année, heureusement, ça a repris. Je sais qu'il y a un travail qui est en train d'être fait derrière au niveau du championnat scolaire, puisque justement c'est là où la plupart du temps on pioche les meilleurs éléments qu'on suit et qui deviennent plus tard des pions incontournables. Si aujourd'hui nous avons au niveau de l'équipe nationale du Ghana à côté, Ayou et son frère, ils sont passés par là, les catégories, toutes les catégories quasiment, et aujourd'hui c'est eux qui sont les seniors. Je crois que c'est un travail comme ça qu'on devrait faire, et non courir après un sorcier blanc qui va, c'est pas... c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui, nous prenons notre équipe, notre sélection qui avait participé à la Coupe du Monde U17, cette équipe de 2007. Mais on a fait quoi de cette équipe-là? Non, c'est ce que je veux. J'ai dit qu'il y a un problème de leadership qui a pendant longtemps joué contre nous. Aujourd'hui, il y a une structure qui est en train d'être faite autour de la chose. C'est vrai, on a envie d'avoir les résultats. Moi, j'ai envie de dire que ça va venir. Parce que véritablement, il y a un travail qui est en train d'être fait pour le peu que je connaisse. Parce que j'aime bien critiquer, mais j'aime avoir raison quand je veux critiquer. Donc je passe mon temps la plupart du temps à aller aux informations, à chercher à comprendre certaines choses et à toucher du doigt. Sauf que je le dis encore, la cellule communication de la fédération fait certes peut-être son travail, mais il y a qu'on doit améliorer certaines choses dans ce sens-là pour pouvoir donner de l'espoir. Et au-delà de tout, comme on le dit, the right man at the right place. C'est ce que nous n'avons pas eu pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est là où je salue justement le dynamisme de Madame le ministre, qui fait un travail formidable. Et elle essaye, hein, parce que c'est pas évident, on peut pas jeter l'eau du bébé et le bébé à la fois. On essaye de réorganiser les choses tout en replaçant les pions à leur place. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous saluons au passage tout ce qui est en train d'être fait petit à petit, avec l'espoir que véritablement quand ça commence, ça va le temps que ça prendra, et nous on espère, on attend de voir les résultats qui doivent suivre. Vous l'avez dit, l'expert est encore là. On espère qu'ils vont organiser une conférence de presse pour nous situer, pour que nous puissions poser des questions face à face avec donc monsieur le Burkinabé Ousmane Sawadogo. On va rapidement évoluer puisque là il ne nous reste plus assez de temps. On va retourner du côté de la régie, prendre cet élément qui va annoncer donc le débat sur cette rencontre des Togolais, la sélection A' qui se prépare pour le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. On va suivre cet élément et puis on revient. Qui aurait pu chercher la solution de l'autre côté avec... on s'est bien joué les sérieux du pied pour lui, évidemment, l'ouverture du score pour Nazif Oronimini sur cet extérieur du pied soyeux de Semiou Tchatakora. La vision est claire, le sens du débordement du milieu de terrain d'Asco Kara et l'ouverture du score pour les éperviers du Togo. Pour Soaleo Haïdara, donc beaucoup d'enseignements à tirer de ce match, peu importe le score à la fin de la rencontre, alors que le Togo est déjà encore dans la moitié du terrain avec Bilali Akoro et le centre de Bilali Akoro, exceptionnel le centre, l'entrée gagnante et encore ce but, Moutelabou Ouattara en fait qui réussit à marquer. Et 2-0 maintenant pour le Togo, le break est fait. Et les éléphants qui cherchent maintenant à aller réduire le score. Et c'est bien joué sur ce coup. Il a été déséquilibré de la surface. Et la réduction du score des éléphants locaux, c'est l'un de Pélentrant qui a réduit le score juste après 2 minutes seulement. C'est mieux qui va rappeler ce confort.
C'est plutôt rénové. Et c'est joué. Le troisième but. Mohamed Dobé, les clés du génie. L'expérience du patron, du capitaine. Quel gros. Et ça fait Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, match amical des derniers après contre le mois de la Côte d'Ivoire. 3 buts à 1 match aller pour le Togo et un match retour. 3 buts à 2 pour la Côte d'Ivoire. On se prépare pour affronter le Niger ce mois. On se prépare véritablement pour affronter le Niger. Moi, je crois que je félicite la Fédération de football pour la qualité de l'adversaire, le niveau de l'adversaire, le choix de l'adversaire. Parce que pour une fois, après le regroupement, on n'a pas affronté encore l'Est Togo, ou encore l'Est. Cette fois-ci, on a section de l'état-major. Cette fois-ci, on a cherché un partenaire digne de ce nom, qui est la Côte d'Ivoire, qui aussi n'est pas justement ce deuxième des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations. Donc, si on revient sur les deux matchs, moi je me dis que c'est bien que le groupe est le match. Parce que là, oui, on a gagné le premier match. Je me dis que si on gagne encore hier, on aurait un excès de confiance. Peut-être la face au Niger, on va plus se concentrer sur l'essentiel. Donc je me dis que le sélectionneur a bien fait également de faire tourner son effectif, parce que la face à la Côte d'Ivoire lors du premier match, c'est un autre groupe qui avait joué. Hier également, il a changé, il a mis les remplaçants, mais là, ces remplaçants seulement qu'ils ont déçu, surtout en première période où l'équipe togolaise était complètement méconnaissable sur le terrain. Et donc il a fallu encore en deuxième temps faire rentrer les titulaires de jeudi qui ont essayé, même si le Togo finalement donc ce match, je me dis que c'est très bon de négocier ces deux matchs-là. Si on peut encore essayer de faire un match face au Burkina Faso ou en face au Mali, en attendant bien sûr de recevoir le Niger. Parce que le Niger, c'est un habitué du championnat d'Afrique des Nations. On sait que le Niger, à 60%, 70%, la sélection famille du Niger est composée des joueurs locaux. On sait qu'on a passé au professionnel et donc on mise véritablement sur le cru local qui quand même constitue 60-70% de la sélection. Donc je me dis que le Togo doit véritablement se préparer. On sait que lors du dernier championnat d'Afrique des Nations, le Niger est allé en quart de finale. Le Togo est éliminé à la phase de poule. Donc c'est un sérieux client qui se présente devant le Togo. Il va falloir donc multiplier les stages à ces gens de matchs amicaux pour permettre à l'équipe de se mettre en confiance et pour permettre également à la technique d'avoir une idée sur l'équipe, sur les joueurs alliés de cette double confrontation. Voilà, donc un peu l'adversaire qui s'annonce pour le mois de septembre, c'est déjà. Nous allons jouer un match aller-retour et la qualification du Togo pour le CHAN passe par la victoire de Niamey. Oui, absolument. Non. On peut compter avec les poulains togolais parce que le fait déjà qu'on sent qu'il y a une certaine organisation, c'est toujours la même chose qui revient. C'est bien, parce que les stages sont répétés à chaque mois. C'est ça qui permet, avec Jonas, chaque mois, on arrive à regrouper quand même. Maintenant, mon problème, c'est qu'on ne finisse pas par changer d'entraîneur à la dernière minute. Mais c'est ce que justement Jonas est nommé depuis. Il est nommé, d'accord. Jonas est en train de faire son travail. On lui a signé un objectif. Et voilà, on voit les résultats, quoi qu'on dise. Oui. Mais maintenant, c'est qu'on puisse véritablement faire confiance à nos entraîneurs locaux. Il est important aujourd'hui qu'on leur... Abalo l'a fait. Abalo l'a fait. Il y a éliminé le Nigeria. Mais je crois que le Togo peut facilement jouer le Niger. Et avec un mental d'acier et une bonne organisation, on peut y arriver. Et on ne va pas aller au terrain avec du paracétamol. On n'ira pas plus loin que cela puisque le temps qui nous a été accordé est arrivé pratiquement à sa fin. Nous allons solliciter une seule minute du côté de la régie pour donner donc les résultats de la dame à la 7e journée. Atleta a atomisé à Répar 5 buts à 0. Si on peut déjà nous accompagner avec l'affiche de l'autre côté de la régie. Tempête a fait match nul avec Biliva 1-1. Winner
Wina Girls s'est incliné 6 buts à 0 face donc à Amis du Monde. Au classement à l'issue donc de cette 7e journée dans la poule A, Amis du Monde S est en tête avec 21 points, suivi d'Athlète à très loin dans le groupe avec 13 points également pour Tempête classé 3e avec 13 points. Ahé est 4e avec 8 points, Beliva est 5e avec 4 points, Wina Girls 0 points classé dernier. Dans la poule B, Jabir s'est incliné face à Étoile Féminine 1 but à 0, Gazelle a battu Djara 2 buts à 0, même score entre US Amou et Bella, score à l'avantage de Bella FC. Au classement général, Bella est en tête avec 15 points également pour Jabir qui suit 2e avec 6 points au goal average. Gazelle est 3e avec 13 points, Étoile Féminine est 4e avec 7 points, US Amou est 5e avec 7 points, Djara est 6e avec 1 point. La 8e journée donc se joue mercredi. Nous reviendrons lundi prochain donc sur les résultats et les classements, les performances des dames et tout ce qui va avec, bien évidemment, puisque les dames sont revenues du Maroc et ça donne une bouffée d'oxygène à tous ces clubs. Alors, c'est ici qu'on va devoir donc s'arrêter. Chers invités, merci donc d'être passé sur le plateau avec nous. Grégoire, on va vous retrouver certainement très prochainement. Modeste Teko, merci d'être passé également avec le festival de foot de nuit. On en parlera certainement dans un prochain numéro. Merci Antoine Sokassi derrière la régie, Quentin Bidola de l'autre côté de Antoine Sokassi derrière la caméra, Quentin Bidola de l'autre côté de la régie, collaboration. Merci à Djeli déjà pour le montage des images. On se retrouve lundi prochain. Retrouvez la rediffusion de cette émission mercredi sous le coup de 11h et pour les internautes, toute l'intégralité de cette émission sur notre page Facebook et puis notre chaîne YouTube. À très vite pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.